Voici l'image d'un TV OLED LG C2 non calibré. Et le voici maintenant après l'intervention d'un calibrage professionnel. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'ai invité monsieur Cédric Louis, calibreur vidéo professionnel, afin de voir ensemble comment il procède. Et puis, je vais essayer de vous montrer les apports réels de ce type d'intervention sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur. J'ai pu faire quelques captations sur le téléviseur. Malheureusement, ce ne fut pas possible sur le vidéoprojecteur. C'est un Sony XW7000 et il a été calibré dans un endroit spécifique, sur une toile spécifique. Il aurait fallu que j'ai un deuxième modèle sous la main pour le mettre juste à côté dans ces mêmes conditions. Donc voilà, il faudra se contenter du téléviseur. Mais avant de vous offrir cette petite analyse en images, je donne la parole à Cédric pour nous parler de son métier. Salut Cédric. Salut Benji, salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là avec moi. Il faut savoir que Cédric, il a énormément de travail, donc il nous a trouvé un petit créneau pour faire cette petite session avec nous. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Hein. Alors, première question, elle va être très simple. Pour quelqu'un qui débarque complètement, en quoi consiste un calibrage? Alors le calibrage vidéo, que ce soit d'une télé ou d'un projecteur, consiste à avoir une image conforme à celle du réalisateur, tout en optimisant tous les réglages, de la source jusqu'à l'afficheur, dans l'environnement de la personne. Quel prérequis il faut? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre son téléviseur à l'endroit final où on veut le mettre? Est-ce qu'il faut mettre de la lumière dans sa pièce, pas de lumière? Non, bon, bien sûr, il faut le mettre à l'endroit où c'est que vous allez regarder le film, hein, en fait. Et à partir de là, on réalise le calibrage. Donc, il vaut mieux être dans la pénombre. Bon, sur les téléviseurs, c'est moins pénalisant que sur un projecteur, bien sûr. Hein. Mais voilà, mais après, il y a des réglages jour, des réglages nuit. Donc, on varie la lumière ambiante de la pièce suivant le réglage qu'on veut faire. En fait. J'ai lu sur des forums, tout ça, une histoire de rodage de téléviseur avant d'entreprendre un calibrage. Oui. Est-ce que tu confirmes ça ou on peut t'appeler, on sort le truc du carton et on calibre direct? Oui, non, avec l'expérience, ce qui arrive souvent, c'est qu'il vaut mieux quand même laisser un léger rodage, surtout pour savoir si la télé n'a pas de défaut. Parce que c'est vrai que souvent, dans les premières heures, on s'aperçoit des défauts. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire un calibrage si il faut renvoyer la télé en SAV. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Mais bon, c'est vrai que sur les OLED, il est conseillé de faire un peu d'heures avant de faire, que ça se stabilise avant de faire un calibrage. Si tu peux nous dire un petit peu les outils que tu utilises, oui. Le temps que ça prend pour effectuer un calibrage. Donc pour faire un calibrage, déjà il faut un colorimètre. D'accord. Voilà, associé à un spectroradiomètre. D'accord. Voilà, il faut les deux, okay. Sinon on ne peut pas. Okay. Donc le spectroradiomètre prend la valeur spectrale de la lumière totale. Donc vraiment c'est absolu, on va dire qu'il n'y a aucune erreur possible. Okay. Par contre c'est très lent. Et c'est pas très sensible à basse lumière, donc on est obligé d'avoir un colorimètre à côté. Voilà, donc on fait un profil au départ avec le spectroradiomètre qu'on va intégrer dans le logiciel pour mettre sur le colorimètre qui lui va très vite et à basse lumière et très sensible. Donc voilà, on fait avec ça pour le calibrage. Est-ce que après toi tu interviens manuellement dans les réglages? Bien sûr, oui, bien sûr. La plupart des calibrages se font manuellement. Okay. Voilà, sur tous les téléviseurs, projecteurs. Après, maintenant, il y a des nouveaux processeurs qui permettent de faire des calibrages du 3D LUT. Okay. Donc voilà, c'est un peu plus automatisé. En fait, il y a au moins 5000 mesures, donc manuellement, c'est impossible à corriger, 5000 mesures. Hein, donc voilà. Mais sinon, ça se fait manuellement et ça prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour un télé ou un projecteur. Au niveau logiciel, tu utilises quel logiciel? Dans 80% des cas, j'utilise Calman. D'accord. Depuis très longtemps. Hein. C'est ce qui permet à peu près en manuel, disons, de calibrer à peu près tous les téléviseurs et les projecteurs. Okay. Après, j'ai ColorSpace, un logiciel qui est plutôt fait pour les 3D LUT. Okay. Donc j'utilise spécifiquement que pour certains processeurs ou téléviseurs qui possèdent des 3D LUT internes. Mais sinon, c'est Calman la plupart du temps. Ouais. Ok. Ben justement, Calman, on le retrouve parfois sur certains téléviseurs. On dit qu'ils sont compatibles Calman. Oui. Est-ce que toi, ça t'aide ou c'est un autre procédé encore? Oui, donc ça peut aider la plupart des amateurs pour faire un calibrage automatique, en autocal qu'on appelle.
Après, pour les professionnels comme nous, ça a l'avantage de pouvoir communiquer avec le téléviseur directement via le PC, sans toucher la télécommande, les menus, avoir voilà, que ça vienne intervenir sur les mesures, en fait, perturber les mesures. Donc pour nous, c'est un gros avantage et on gagne du temps aussi pour le faire. Mais après, l'autocal, pour nous, c'est pas assez précis pour pouvoir faire quelque chose de correct, quoi. D'accord. Parce que dans 99% des cas, le calibrage manuel est meilleur qu'un calibrage qu'un autocal. Ça, il faut le savoir. Pour le calibrage manuel, tu utilises quoi comme référence pour t'assurer que manuellement, tu arrives sur la bonne valeur? Ben, sur le logiciel, en fait, on a des workflows, donc on a des références. Donc, pour l'échelle de grille, on a des 65, donc on va avoir une ligne à des 65, donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Voilà, pour descendre le delta E, l'erreur au minimum. Voilà. Pour le gamut, c'est pareil, suivant si on est sur du RESC 709 ou du BT2020, voilà, on a pareil, on a une cible à atteindre, et voilà, on atteint ça avec le logiciel. Ça nous permet de savoir où on va, quoi. Ouais, d'accord. Puisque voilà, visuellement, on ne peut rien faire dans ces cas-là, c'est que des coordonnées. Donc, on se fie à la sonde et au logiciel, quoi. Ok, alors justement, tu as parlé des espaces colorimétriques. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'intervenir séparément sur les différents espaces, DCI-P3, Rec 2020, ce genre de choses? Oui, bien sûr, oui. C'est un calibrage séparé, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on fait un calibrage SDR. C'est le REC 709, voilà, le plus courant. Après, pour le HDR, c'est le REC 2020. Voilà, donc ça fait 2 calibrages séparés. DCI-P3, en grand public, il n'y a pas de DCI-P3. Le 2020, en fait, si tu veux, c'est un container, en fait. Et on n'y arrive pas au 2020. Donc, à l'intérieur, les coordonnées, enfin, le volume de couleurs n'est que DCI-P3. Donc, on se base à ça, quoi. On ne peut pas aller plus loin. Si on étire les couleurs, voilà, on sature l'image. C'est pas bon, quoi. Par exemple, chez Samsung, dans les espaces colorimétriques, on peut sélectionner manuellement DCI-P3, Rec 2020. Ouais. Et nous, on a pu voir d'ailleurs sur les QD OLED de Samsung que si on ne mettait pas en Rec 2020 sur les contenus HDR, on perdait pas mal d'infos. Eh ben c'est pour ça, bien sûr, c'est ça en fait. C'est-à-dire que les coordonnées en grand public, c'est Rec 2020, c'est pas DCI-P3. Donc voilà, DCI-P3, c'est que pour ou en post-production ou au cinéma. Voilà, il n'y a rien en DCI-P3 natif sur les disques UHD. Ça n'existe pas. Ah, d'accord. Voilà, donc voilà, il faut le savoir. Voilà, c'est du Rec 2020. Les coordonnées, c'est Rec 2020. Ok. Mais à l'intérieur, c'est un volume DCI-P3, oui, exactement. Les jeux vidéo? En fait, dans les jeux vidéo, il n'y a pas vraiment de normes spécifiques comme au cinéma et des 65 ou autres. Donc, il y a des gens qui préfèrent regarder, qui peuvent faire des films et des jeux avec la même colorimétrie. On peut le faire parce qu'il y en a certains quand même qui veulent une image cinéma sur ça. Une fois mon écran calibré, si je déménage, donc on change de pièce, on change d'environnement, est-ce que le calibrage est toujours aussi efficace? Alors, sur un téléviseur, on va dire, si la conception de la pièce est à peu près identique là où on va aller, s'il n'y a pas une fenêtre, bien sûr, qui donne dessus, voilà. Donc, le calibrage va être à peu près correct, on va dire, si on change d'environnement. Par contre, un projecteur, non, là, on change d'écran, d'environnement, de suite. D'accord. Recalibrage. Quelqu'un qui s'achète une télé entrée de gamme. Et il se dit, tiens, avec un calibrage, je vais peut-être obtenir les mêmes résultats que sur un télé plus haut de gamme. Est-ce qu'il peut imaginer quelque chose comme ça? Disons que si on prend une télé entrée de gamme, qu'on le fait calibrer, au niveau colorimétrie, ça sera meilleur qu'une télé haut de gamme, pas calibré du tout, effectivement. D'accord. Par contre, calibrage égal, bien sûr, il y a des choses comme le contraste, tout ça. Bon, voilà, là on n'est pas magicien, on ne peut pas l'inventer, malheureusement. Mais c'est sûr que voilà, même un entrée de gamme peut se calibrer. D'ailleurs, il y en a beaucoup maintenant, des marques entrée de gamme qui ont de très bons réglages pour pouvoir être calibrées sans problème. D'accord. Et alors maintenant sur les télés haut de gamme, Sony, Panasonic, ils ont souvent des campagnes de communication comme offrant des résultats fidèles aux intentions des réalisateurs. Est-ce que ton intervention sur ce type de modèle peut aussi amener du gain? Oui, bien sûr. Il faut savoir que tous les OLED, en fait, les white OLED, bien sûr, de chez LG Display, ont un sous-pixel blanc. Donc, d'origine, ils sont réglés sur une norme AD65, mais donc bien calibrés pour certains, comme Panasonic, LG ou Sony. Mais malheureusement, quand on les met à côté d'un QD OLED ou d'un télé LCD qui est une télé RGB classique,
ça ne matche pas trop. Donc en fait, sur les White OLED, on est obligé de mettre un point blanc alternatif. Donc c'est plus le D65 qu'on vise comme cible, mais c'est un autre point en fait. D'accord. Qui ressemble plus à du 6007 ou voilà. Et à ce moment-là, ça matche avec les télés additives classiques RGB quoi en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que même d'origine, même s'ils sont bien calibrés sur D65, on a toujours tendance à avoir une tendance chaude sur les White OLED, sur les modes cinéma, tout ça, c'est un peu plus jaune, un peu plus voilà. Que ça devrait l'être en fait. Ok. Donc ça a besoin d'un calibrage. Ouais. Mais oui, mais on l'a vu tout ça, on l'a vu dans nos vidéos comparatives. Ouais. Une question que j'ai oublié de te poser, Cédric, et maintenant qu'on est en train de faire la calibration, est-ce que sur une même référence, on peut avoir des variations? Si tu achètes 3 fois le même télé, est-ce qu'ils ne sont pas tous calibrés pareil? Non, on ne peut pas avoir exactement la même chose. Ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir 3 mêmes modèles sortis du carton en même temps, dans la même pièce, dans le même environnement. Et les 3 télés étaient réglées différemment pour avoir le même résultat en fait. D'accord. Donc il faut savoir qu'un téléviseur, même si c'est la même série, il peut y avoir une alimentation différente. Parce qu'un téléviseur, chez LG par exemple, ça se fabrique en 50 secondes. Donc voilà, il peut y avoir certaines choses qui ne sont pas réellement comme un autre, et puis c'est organique. Donc voilà, donc, tous sont différents. Ok. Voilà. Il y en a qui ont du banding, qui n'ont pas de banding. Voilà. Donc ça rentre en compte dans le calibrage, bien sûr. Et le phénomène de banding, justement, est-ce que tu peux le récupérer dans le calibrage ou c'est un défaut interne et tant pis? C'est un défaut interne, voilà. Ils sont plus ou moins accentués, on va dire. Ils les ont tous. Voilà, donc moi j'estime que si jamais ça ne dépasse pas une certaine limite, il vaut mieux pas la changer parce que souvent les gens qui ont changé, ils ont eu pire après. Donc voilà. Okay. Tant que ça reste raisonnable, que ce n'est pas au milieu de l'écran, voilà. On peut garder l'écran, on peut vivre avec ça, quoi. Ok. Et sur le QD OLED, tu as rencontré des phénomènes de banding ou pas? Pas pour le moment, non. Ouais. Non. Moi non plus. Il n'y a pas que le banding sur les OLED. Voilà. Il peut y avoir aussi l'image qui est décolorée, rose, verte, blanche. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être plus ou moins marqué. Donc ça peut nécessiter un changement de dalle. Mais tant que ça reste vraiment sur les bords et que ce n'est pas trop marqué, voilà. Je leur dis de ne pas changer parce que il peut y avoir le même souci que le banding, on peut avoir pire que ce qu'on a déjà. Ok. Mais il m'est arrivé par exemple d'avoir des LG ou des Sony où j'avais une décoloration rose jusqu'au milieu de l'écran, donc je ne pouvais même pas poser ma sonde en fait. La sonde voyait le rose sur toutes mes mesures, j'avais que du rose, je ne pouvais pas le bouger. C'est la dalle qui était imprégnée en fait. Et là, les constructeurs, ils n'ont pas fait d'histoire, ils ont repris la dalle. Ouais. On va savoir que la plupart du temps, LG a un très très bon SAV. Ouais. C'est vrai. On termine sur une petite note éco-responsabilité. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en ce moment, tous les constructeurs et puis tout le monde commence à être un peu vigilant sur la consommation des téléviseurs. Est-ce qu'un calibrage augmente la dépense d'énergie ou la diminue? La réduit. D'accord. La réduit automatiquement. Parce que quand on se fie aux normes, en fait, donc, par exemple en SDR, en Rec 709, donc, à la base, on doit être à peu près à 100 nits. D'accord. Voilà. Donc hier par exemple j'ai calibré un Sony LCD d'origine, donc sur du SDR par exemple, la première mesure c'était 549 nits sur du SDR en sortie de carton. Donc effectivement quand on les met à 100 nits, c'est plus la même consommation. Donc voilà, parce qu'en principe quand on calibre on perd au moins 30% de lumière, donc de consommation aussi. Sur le HDR c'est moins vrai parce que c'est vrai que tout est poussé au maximum, donc voilà, mais on arrive quand même, on gagne un peu quand même en consommation et même par rapport à la durée de vie du téléviseur, c'est toujours mieux quand même. De ne pas pousser au maximum sur tous les éléments qu'il faut chauffer, voilà. Donc on gagne en durée de vie. Oui. On gagne en économie d'énergie. Exactement. Mais on perd en luminosité. Oui, ça c'est sûr. Ça, il faut savoir que c'est la course en ce moment, la luminosité entre les constructeurs. Oui, mais bon, une fois calibré, je veux dire, la luminosité, l'œil humain en plus sur les hautes lumières, même s'il y a des différences de 10-20%, si on n'a pas un téléviseur à côté, on ne le voit pas. Non, franchement, ça ne se voit pas, donc ce n'est pas forcément le plus important, c'est d'avoir un contraste important, c'est-à-dire entre le noir et le blanc. C'est ça qui va flatter le plus l'œil dès le départ. Donc voilà, la course à la luminosité, c'est plus commercial, je pense.
Merci beaucoup Cédric. Alors pour ceux qui souhaitent te faire intervenir sur leur écran ou sur leur vidéoprojecteur, comment on te retrouve? Alors tout d'abord sur mon site internet, voilà, ou sur les réseaux sociaux aussi, hein, Facebook, Instagram. Donc je fais des tournées, je fais toute la France. Je fais ça, donc c'est sur mon site, c'est annoncé, donc il y a toutes les dates. Vous pouvez réserver quand vous voulez, voilà. Très bien. Et même s'il n'y a pas des dates, s'il n'y a pas des endroits où je vais, on peut quand même m'envoyer un message pour me dire, parce que des fois sur le trajet, je peux m'arrêter à un endroit ou à un autre. D'accord. Voilà. Et la fourchette de tarifs? Alors, fourchette de tarifs, on va dire sans déplacement, c'est entre, on va dire, 350 et 439 euros, voilà, pour un projecteur. Et le déplacement, pour des tournées, il faut compter à peu près 120 euros à peu près de déplacement. Voilà. Top, merci beaucoup Cédric. Avec plaisir, merci. Allez, c'est parti maintenant pour notre petit comparatif. Je vais vous afficher différentes sources du SDR, du HDR et du Dolby Vision. Alors je rappelle, on est sur YouTube, il y a ma captation et le rendu ne sera pas le même que dans la vraie vie. Mais vous allez pouvoir constater, comme moi, le gain sur les couleurs. Alors, juste petite mise au point. Le calibrage de Cédric est effectif sur des modes d'image spécifiques qu'il a sélectionnés sur le téléviseur LG C2. Il y a deux modes, comme on a vu, c'est-à-dire que l'affichage SDR est calibré sur le mode Expert ISF pièce sombre et l'affichage HDR qui est calibré sur le mode Cinéma. Or, comme nous l'a précisé Cédric, il a modifié la valeur de référence de température des couleurs D65 dans le menu service du téléviseur. Donc la nouvelle référence va s'appliquer également sur tous les autres modes d'image. Donc si on s'amuse à comparer le mode calibré de Cédric au mode Filmmaker, eh bien on notera uniquement une évolution sur la gestion de la luminosité, du tone mapping ou des contrastes. Exemple, je vous montre ici un extrait SDR de Retour vers le futur. Le mode calibré va légèrement baisser la luminosité afin de ne pas excéder les 100 nits requis en affichage SDR. Ici, en HDR, c'est plutôt l'inverse. Le téléviseur va mieux interpréter le tone mapping, il va améliorer les contrastes, donner plus de profondeur et d'éclat à l'image. Donc, je suis allé chercher un autre téléviseur C2 non calibré pour mettre juste à côté. Alors désolé, ils ne sont pas de la même taille, mais vous allez quand même pouvoir constater l'évolution des teintes. En SDR, j'ai pris un extrait de la Communauté de l'Anneau en Blu-ray. Notre cher ami Gandalf retrouve des tons chers plus naturels, une barbe plus blanche, nettement plus blanche, et un chapeau plus gris. Gandalf le gris. Le vert de la comté semble également moins flashy et plus naturel. Tout comme ici, ce champ de fleurs qui tend un petit peu moins vers le jaune-vert. Ça pourrait sembler un petit peu léger pour certains, mais je vous assure qu'une fois qu'on est habitué au mode calibré, quand on revient en arrière, on bug un peu. Sur les contenus de type HDR, alors là, la différence, elle va varier en fonction des contenus et des scènes. En fait, voilà, ça va dépendre des métadonnées qu'il y a sur la scène HDR. Par exemple, ici sur YouTube, j'ai d'abord essayé mes classiques avec les démos Jacob et Cathy Schwartz. Alors, vous allez voir, la différence, elle peut sembler légère, mais si on s'attarde sur les détails, eh bien, on s'aperçoit vite du gain sur les couleurs et sur la saturation. Exemple ici avec cette image où il y a beaucoup d'objets, beaucoup de textures différentes et de couleurs, eh bien, toute la scène va être un peu améliorée. Vous allez avoir la saturation, le contraste, les couleurs qui vont gagner en intensité. Regardez ici le bol, le rouge, le bleu. Voilà, l'image en général prend plus de relief. Et c'est encore plus visible ici avec ces moutons qui se détachent beaucoup mieux de l'arrière-plan. Une scène qui semble aussi plus lumineuse et réaliste et moins pâle qu'à gauche. Une autre image ici qui montre le côté un tout petit peu plus délavé de l'image non calibrée. Les différences de teinte, on va les retrouver plus sur le jaune et les rouges, comme voilà ici dans ce désert. Cela joue également bien sûr sur les visages.
les tons chers que je vais vous afficher sur un Blu-ray en HDR10. Ici, avec le film Mad Max Fury Road, regardez bien les teintes de peau de notre héros, tout comme le décor, hein, c'est un film dans le désert, donc ça montre bien le naturel qu'on gagne ici sur le modèle calibré. C'est du fine tuning, c'est pas la révolution, mais l'image obtenue est bel et bien meilleure. Enfin, sur du contenu Dolby Vision. Alors, il faut savoir qu'ici, le tone mapping est géré par les codecs Dolby Vision. Donc, d'un point de vue luminosité, on est équivalent sur les deux modèles, ou alors peut-être un poil plus faible sur le modèle calibré. Donc ici, je vais vous afficher le Blu-ray de Dune, avec des dunes de sable. Le film est assez désaturé, donc difficile de remarquer quoi que ce soit. Enfin, quand même, hein, on voit qu'on gagne du naturel dans le sable. Et ici aussi, là, en fait, dès qu'on a des couleurs qui tournent autour du jaune au rouge, on sent qu'on est mieux, comme vous pouvez le voir sur le personnage voilé en orange. Pour terminer, je vous affiche les images des visages de mes amis Jedi dans l'épisode 3 pour que vous puissiez bien constater ici aussi le gain sur les tons chers en Dolby Vision. Allez, bonus, regardez mon modèle calibré à côté d'un LG G3, mode Dolby Vision activé sur le Roi Lion. Pas mal, hein? Alors oui, le G3, évidemment, il va être un petit peu plus à l'aise sur les scènes de jour avec une forte luminosité normale, la puissance lumineuse intervient. Mais franchement, mon C2 calibré n'a pas du tout à rougir à côté. Notre test du G3 est en cours d'ailleurs, hein. Je prends le temps de bien tout regarder avec des comparatifs, avec le G2 et tout. Et bon, bref, c'est pas le sujet. Ici, c'est la calibration de Cédric que je valide à tous les niveaux. Voilà les amis, la vidéo sur le calibrage d'image que je vous avais promis en fin d'année dernière. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je les transmettrai à Cédric. Et si vous êtes intéressé bien sûr par ce type d'intervention, je mets ses coordonnées en commentaire. C'est un mec super sympa en plus, donc je le réinviterai peut-être sur la chaîne pour des futurs projets. À savoir que le C2 que Cédric a calibré, je l'ai replacé en magasin, en expo à Paris 11. Donc bon plan pour ceux qui ont une pièce un petit peu comme ici, assez sombre, pour avoir voilà, un téléviseur bien calibré comme il faut. Allez, c'est cadeau ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour les tests des nouveaux téléviseurs 2023.